Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À quoi joue le gouvernement en pleine crise avec l'Algérie, qui refuse de reprendre ses ressortissants sous OQTF, qui refuse de libérer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, et alors que le ministère de l'Intérieur dit vouloir un bras de fer avec Alger, voilà que des dizaines de visas ont été accordés à des imams algériens, des récitateurs qui viennent en renfort à l'occasion du Ramadan qui débute vendredi. Alexandre Chauveau, la nouvelle fait réagir la classe politique, mais le gouvernement assume. Les regards se tournent vers Bruno Retailleau. Le RN l'accuse déjà d'être fort en parole, mais faible en actes. Qu'attend le ministre de l'Intérieur pour agir ou démissionner, s'interroge de son côté Éric Ciotti, favorable à un bras de fer avec l'Algérie. Alors dans les faits, l'octroi des visas dépend à la fois de la place Beauvau et du Quai d'Orsay. Mais le gouvernement assume sa décision. Le ministre de l'Intérieur appelle ainsi à dissocier les mesures de rétorsion souhaitées par Bruno Retailleau envers le régime algérien et une décision qui serait vécue comme une vexation par la communauté franco-algérienne vivant en France. Priver des musulmans français de pratiquer leur foi à cause d'un conflit diplomatique, ce serait contre-productif, défend un conseiller, pour qui une telle décision serait instrumentalisée par Alger pour justifier son hostilité à Paris. La place Beauvau dresse par ailleurs un parallèle avec la venue de prêtres étrangers lors des fêtes chrétiennes et rappelle que ces imams ont vocation à rentrer chez eux une fois le ramadan terminé. Le sujet pourrait néanmoins être débattu cet après-midi lors du comité interministériel de contrôle de l'immigration convoqué par François Bayrou. Alexandre Chauveau. Alors ce comité interministériel, ce CICI, doit débuter à 14h à Matignon. Objectif, définir une ligne claire et cohérente pour que la France reprenne le contrôle de l'immigration. Ce n'est pas la première fois que ce comité se réunit et ses effets n'ont jusqu'ici pas permis de régler la question migratoire. Pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ce rendez-vous doit être le point de départ d'une riposte solide contre l'Algérie. Mais le Quai d'Orsay refuse de limiter les discussions au cas algérien, Maï-Hélène Trémollet. C'est un comité durant lequel deux visions doivent s'affronter. D'un côté, celle de Bruno Retailleau qui attend l'aval du gouvernement pour entamer un bras de fer avec Alger, et de l'autre côté, celle de Jean-Noël Barrot qui cherche au contraire à éviter un conflit diplomatique. Décidé à ne pas se focaliser sur la question algérienne, dans l'espoir d'empêcher des sanctions ciblées, notamment sur les visas, le ministre des Affaires étrangères souhaite surtout se concentrer sur la méthodologie à appliquer en fonction de chaque pays. Alors si les rapports avec Alger seront malgré tout évoqués, étant donné l'actualité, Matignon choisit de mettre l'accent sur d'autres grands thèmes comme Mayotte, la mer du Nord ou encore les frontières intérieures. Arbitre des échanges, c'est le Premier ministre qui devra trancher ensuite sur les outils concrets à mettre en place pour renforcer les contrôles et appliquer une politique d'éloignement plus efficace. Rien n'est tabou, tous les leviers seront examinés, affirme-t-on dans l'entourage de François Bayrou. Parmi eux, les questions de la délivrance des visas, des passeports diplomatiques ou encore de la coopération avec le Royaume-Uni sur l'immigration clandestine. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, annonce que des mesures de restriction et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens ont été prises par la France. Il propose par ailleurs ce matin des restrictions de délivrance de visas par tous les Européens. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. Première nuit derrière les barreaux en France pour Mohamed Amra. Oui, transféré hier soir sous bonne escorte de Roumanie où il a été interpellé samedi. La Mouche, c'est son surnom, a été présenté à un juge d'instruction dès son arrivée, mis en examen, placé à l'isolement dans la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Europe 1 vous le confirme ce matin. Mais alors dans quelles conditions est-il détenu ? Écoutez la réponse de Jean-Baptiste Perrier, président de l'Association française de droit pénal et professeur à l'université Aix-Marseille. On a des isolements qui sont parfois justifiés par la nécessité de protéger la personne mise en cause parce qu'elle pourrait subir des faits en détention et parfois aussi pour protéger l'administration, les surveillants. Donc on devine qu'on est plutôt dans la deuxième hypothèse. Les détenus qui sont à l'isolement sont dans une cellule à part. Ils font l'objet de promenades à part. On n'est pas mélangé à la population pénitentiaire. On a des toutes petites temps de promenade, dans des toutes petites cours de promenade. On veut éviter les pressions, les concertations, les fuites sur les dossiers. Donc il y a moins de visites qu'en temps normal. Dans les cas particuliers, lorsqu'il y a ce type de risque d'évasion, on peut peut-être avoir une vision assez stricte de visites extérieures. Les personnes qui font l'objet de ces mesures peuvent les contester devant un juge. Jean-Baptiste Perrier, joint pour Europe 1 par Caroline Baudry. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, doit exposer aujourd'hui le régime de détention auquel sera soumis Mohamed Amra. Un dispositif qui serait semblable à celui mis en place pour le terroriste des attentats de Paris, Salah Abdeslam, avec surveillance vidéo permanente et réveil toutes les 2 heures pour prévenir le suicide. De l'évasion meurtrière de Mohamed Amra au règlement de compte en pleine rue à Marseille ou à Grenoble, un point commun, les armes à feu. Oui, elles circulent en France de manière inquiétante. L'an
dernier, par exemple, 1000 ont été saisies dans le seul département des Bouches-du-Rhône. Mais alors d'où viennent-elles? Comment arrivent-elles en France? Enquête à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Dans les quartiers, le port des armes est dangereusement banalisé, alerte à Senamou du collectif Trop Jeune pour Mourir. Des gamins ont des armes comme ils auraient un portable. C'est extrêmement inquiétant parce que c'est un phénomène qui est maintenant ancré dans la ville. Vous avez déjà une arme à feu avec 500 € aujourd'hui. Après, ça va jusqu'à 2000, 3000 en fonction des armes. 10 millions d'armes non déclarées circuleraient sur le territoire, dont 220 000 fusils d'assaut, rappelle Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance. On a eu beaucoup la période des Balkans. On a des armes qui viennent de l'Est de l'Europe. Il y a fort à parier que des armes arrivent rapidement d'Ukraine. Ça transite par la route, mais ça transite aussi par la mer, par les bateaux, et ça arrive régulièrement par les ports. Mais la sécurité portuaire est insuffisante, révèle la sénatrice Marie-Arlette Carlotti dans son rapport sur le narcobanditisme. Entre 2 et 5% des containers sont scannés sur l'ensemble des ports de France. D'abord parce que la majorité des ports ne sont pas dotés de scanners, et quand ils sont dotés, il n'y en a pas assez. Je sais que ça coûte cher à l'État, mais les moyens ne sont pas mis. C'est grave ce qui se passe, très grave. Et le port de Sète dans l'Hérault serait par exemple très prisé par la filière d'approvisionnement turque. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. L'actualité internationale, l'Ukraine a accepté hier soir les termes d'un accord sur ses minerais avec les États-Unis. Volodymyr Zelensky pourrait aller le signer à Washington dès vendredi. C'est une grande affaire, a estimé Donald Trump cette nuit. Le président américain compte bien piocher dans les terres rares ukrainiennes pour compenser les milliards de dollars d'aide alloués à Kiev depuis le début de la guerre. Baptiste Morin, quid de l'Europe, de la France? Est-ce qu'on va en faire autant? Rappelons d'abord que l'aide européenne à l'Ukraine atteint 132 milliards d'euros contre 114 milliards d'euros côté américain. L'effort français, lui, est de 4,9 milliards d'euros, à peine 0,2% du PIB, un des plus faibles en Europe en proportion. Paris a surtout envoyé du matériel militaire pour une valeur équivalente à 3,5 milliards d'euros, des dons pour l'essentiel, avec un pari sur l'avenir. Dans le cas où l'Ukraine voudrait commander des armes après la guerre, elle pourrait solliciter des fabricants dont elle connaît déjà le matériel. Pour ce qui est de l'aide financière envoyée par l'Europe et notamment la France, elle prend différentes formes, des prêts remboursables sur une période maximale de 35 ans à partir de 2033, des subventions, c'est-à-dire des dons, et puis il y a les intérêts tirés des avoirs russes gelés en Europe. L'Ukraine a déjà reçu à ce titre 1,5 milliard d'euros. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et aujourd'hui, les dirigeants des 27 États membres de l'UE se réunissent en visioconférence pour débriefer l'entretien de lundi entre Donald Trump et Emmanuel Macron, avant que le Premier ministre britannique Keir Starmer ne se rende demain à la Maison-Blanche. Et puis en football, suite ce soir des quarts de finale de la Coupe de France. Brest affronte l'USL Dunkerque et le Stade briochin, le Paris Saint-Germain. Hier soir, l'AS Cannes s'est imposé 3-1 face à Guingamp et le Stade de Reims, 5 tirs au but à 3 face à Angers après un score final d'1 partout. Et puis la culture, et si les œuvres de Pablo Picasso prenaient vie. 650 d'entre elles s'animent en ce moment à l'Atelier des Lumières à Paris, expo immersive fascinante qui nous plonge dans l'univers du père de l'art moderne. Sébastien Bordenave l'a visité pour Europe 1. On parle au total pour Picasso de plus de 50 000 œuvres. L'Atelier des Lumières avait donc l'embarras du choix pour mettre en lumière la richesse picturale de l'artiste, tous ses styles aussi, qui s'expriment sur des supports différents, des toiles, des sculptures, des gravures, des collages, des décors de théâtre, des pièces de céramique, des photos personnelles et des vidéos. On ne peut pas s'empêcher de se demander comment Picasso lui-même aurait vécu cette exposition numérique de ses œuvres. Virginie Martin, directrice artistique de l'exposition. Alors, il s'avère que Picasso, de son vivant, ils ont fait des projections de ses œuvres à Baltard, donc je pense qu'il aurait été curieux de voir ce que ses œuvres continuent en tout cas d'évoquer, d'inspirer. Il suscite des réactions, on a envie de comprendre aussi certaines choses. On essaie en tout cas de transmettre une réflexion, une idée, une émotion tout au cours du spectacle. Des arènes de Malaga aux nuits parisiennes, des demoiselles d'Avignon à Guernica, un tableau ne vit que par celui qui le regarde, c'est ce que disait Picasso. L'expo le confirme, son œuvre n'a jamais été aussi vivante. Sébastien Bordenave. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Un rendez-vous à ne pas manquer dans 20 minutes pour vos signatures d'Europe 1 ce matin avec Charlotte Dornelas. On se posera la question, on vous a parlé dans ce journal des conditions de détention de Mohamed Amra. Quelle justice pour juger le narcotrafiquant après son évasion spectaculaire l'année dernière? On en parlera et avec Emmanuel Ducrot, il sera question de whisky français. Vous verrez que le whisky français est en train de partir à la conquête du monde. Dans quelques minutes, votre invité politique face à Sonia Mabrouk ce matin, ce sera Éric Ciotti, le président de l'Union des droites pour La République. Excellente début de journée sur Europe 1, il est 8h11. 7h, 9h. Europe 1 matin.